Bonjour, bienvenue à Atelier pour la deuxième partie de ma série qui est dédiée au système 1867. Dans la première partie, je me suis concentré sur les origines des caractéristiques et j'ai comparé celles-ci avec les systèmes antérieurs et en particulier avec le brevet Snyder. Cette fois, nous allons découvrir un peu le pourquoi ce système a été adopté en premier lieu et aussi l'examiner d'un peu plus près, donc de son fonctionnement et la mécanique, et aussi des quelques petites améliorations qui ont été apportées au cours de cette très brève période d'adoption. Et bien sûr, nous allons le faire parler. Alors, comme pour la plupart des armes historiques, nous devons premièrement commencer par clarifier le contexte de son adoption. Donc, contrairement à de nombreuses transformations de ce type à l'époque, il ne s'agissait pas d'une solution provisoire qui cherchait à combler une période où on était à la recherche d'une nouvelle arme complètement neuve pour le chargement à la culasse avec des cartouches métalliques. La France avait déjà adopté le chassepot en 1866, alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ce modèle supplémentaire? Alors, sa raison d'être est en fait liée à la nécessité d'équiper la garde nationale mobile, essentiellement des troupes territoriales de formation, on va dire, rudimentaire, qui pouvaient être appelées en cas de mobilisation générale et, dans ce cas, pouvaient potentiellement plus ou moins doubler la taille de l'armée. Et ceci assez rapidement. Et aussi, en temps de paix, elles pouvaient servir pour la sécurité intérieure et aussi une garde frontière, garder les places fortes et ainsi de suite. Donc l'institution en soi existe alors depuis 1789 et est contrôlée directement par le gouvernement. Donc il ne s'agit pas d'une partie de l'armée. Et c'est assez surprenant, elle a survécu sous diverses formes à travers toutes les transitions entre les administrations révolutionnaires, républicaines, monarchiques. Elles étaient toujours présentes. Et le premier commandant fut rien d'autre que le célèbre marquis de Lafayette. Alors les jeunes gens qui étaient appelés au service national voyaient leur numéro tiré au sort pour savoir s'ils allaient soit dans l'armée active, qui était considéré un mauvais numéro, ou dans la garde nationale, qui était considéré un bon numéro. Donc c'était un service plus léger. Il y avait aussi un système d'échange et de remplacement qui permettait aussi également de changer d'affection si fils généralement privilégié n'obtenait pas le sort qu'il souhaitait. Normalement, ces gens aisés préféraient que le fils aille dans l'armée active, bien sûr. L'entraînement annuel était théoriquement 15 jours. Je dis théoriquement parce que apparemment c'était en général beaucoup moins. Et ceci était fait dans des casernes communales. Et ces troupes, qui s'étaient appelées en général des Limoblos, étaient équipées aussi principalement par l'administration locale. Donc en général avec un budget assez réduit. Un fusil à chargement par culasse était donc nécessaire pour équiper ces Moblots. Alors le chassepot était malheureusement exclu, tout simplement parce que les arsenaux ainsi que les nombreux sous-traitants en Europe travaillaient déjà à l'arrache-pied simplement pour équiper l'armée active. Et bien sûr, il fallait que ce fusil soit extrêmement bon marché. La solution évidente était alors une sorte de transformation pour pouvoir recycler les fusils à percussion rayée, qui étaient maintenant à la fin de leur service. Et à ma connaissance, il y a 4 systèmes qui ont été testés. Le système Cornish, qui est plus ou moins une adaptation du Krinka. Le système Perrin, qui est plus ou moins un fusil à verrou. La forme est un peu particulière, mais c'est un fusil à verrou. Le Snyder, ainsi que le système Allen, adopté par les US. Le résultat, en fait, comme la plupart des programmes de sélection française, a été de sélectionner les meilleures caractéristiques observées, les différents modèles testés, afin de répondre au cahier de charge pour aboutir au système 1867. Et en effet, nous avons un boîtier ouvert à la Krinka, avec un extracteur linéaire. Le montage du bloc de culasse sur le boîtier est clairement inspiré du Snyder, même s'il n'a pas vraiment inventé la combinaison des fonctions mécaniques, comme j'ai expliqué dans la première partie. Comme je l'ai mentionné précédemment,
les arsenaux ne pouvaient pas effectuer la transformation eux-mêmes. Donc, les contrats de production avaient donc été attribués à l'industrie civile, tant nationale qu'étrangère, par exemple en Belgique, notamment Auguste Francotte, et aussi au Royaume-Uni, il y avait une association de fabricants à Birmingham qui avait aussi produit. Mais la production était bien sûr sous l'œil vigilant des inspecteurs des arsenaux, donc les pièces du système doivent encore donc porter des petits poinçons d'inspection qu'on voit sur les armes produites aussi par les arsenaux. Tout n'importe quoi n'est pas transformé. Les armes qui sont initialement prévues sont le fusil d'infanterie 1853T et 1857, les fusils de la garde impériale 1854, les fusils de dragon 1842T, 1853T, les carbines de chasseurs 1856, 59 que nous avons ici, et aussi un tout petit assortiment de divers mousquetons. Je ne sais pas exactement quel modèle. Ils sont très très rares. J'en ai en fait jamais vu. Et apparemment, souvent, il s'agit de faux, ce qu'on trouve aujourd'hui. Et pour être transformés, ces fusils devaient naturellement être en très bon état. La transformation en soi est assez simple. Et là, je peux même vous montrer côte à côte avec une carbine encore à percussion. Donc le canon est coupé à ce niveau, fileté et puis est fixé au boîtier ici. Le dos de la crosse où se trouvait la queue du bouchon de culasse est légèrement creusé et aussi un peu en extension sur l'arrière du poignet, mais pas tant que ça. Donc si on compare, c'est juste ouais, 10-15 mm en extension et pas si profond que ça en fait. On pourrait penser que cela affaiblit beaucoup la crosse, mais en fait, pas autant qu'on croirait. Et en fait, à ma mémoire, je n'ai jamais vu d'exemple avec une réparation à la crosse. L'avantage des armes avec une platine, on va dire, inversée à la française, c'est qu'en effet, le poignet ici est beaucoup plus épais et aussi au tonnerre. Et donc, si on compare ça avec, par exemple, un P53 Enfield, le poignet ici est beaucoup plus robuste. Donc, il y a de la matière pour creuser sans vraiment l'affaiblir. La platine elle-même reste totalement inchangée. Seulement, le nez du marteau, si on les met côte à côte, est légèrement incliné un peu plus vers le centre de l'arme. Ceci pour s'aligner parfaitement avec le percuteur. Les transformations qui ont été faites sur la base de fusils rayés à hausse fixe, donc les fusils de dragon, fusils d'infanterie, sont dotés d'une simple hausse à planchette en L, avec un cran pour 200 mètres, et ensuite, en faisant basculer, on a ensuite deux ouvertures pour 400 et 600 mètres. Les carabines de chasseurs que nous avons ici conservent simplement leur hausse d'origine. Alors, regardons le système d'un peu plus près. Je l'ai enlevé du fût, comme ça vous pouvez aussi voir qu'il y a largement assez de bois ici, que c'est pas vraiment fragilisé comparé au fût de la carabine encore à percussion. Alors, il s'agit ici du système selon le premier type. Alors, on reconnaît assez facilement puisqu'il y a deux vis visibles. Donc, il y en a une transversale ici qui retient le percuteur. Il ne peut pas revenir un peu plus en arrière. Et aussi l'axe n'est pas fileté, il est simplement inséré. Et puis, il y a une vis transversale qui le retient en position. Autre caractéristique du premier type est la petite détente à billes ici pour retenir le bloc de culasse en position fermée. Donc cette bille vient s'enclencher dans une petite encoche que vous voyez ici. En termes de poinçons, de numérotation, on a ici un poinçon d'inspection sur le haut du bloc, un ici sur le boîtier, et aussi nous avons deux numérotations. Donc le premier, on voit ici à l'arrière, 455, est répété uniquement sur le boîtier, donc je pense que ça c'est simplement un numéro de série du fabricant. Et ensuite, nous avons un numéro, je pense, de série cette fois, donc G192, qui est répété sur le canon, sur le bloc de culasse, aussi
oui, sur le boîtier, sur le bloc de culasse. Nous avons aussi une partie du numéro ici, sur le bout de l'axe, si c'est... Hop, voilà. Donc je pense que ça, c'est le numéro de série de transformation, et puis le 455, c'est juste une numérotation pour assurer qu'on a le bon bloc avec le bon boîtier lors de l'usinage, par exemple, pour l'ajustage. L'extracteur est en forme de U, ici, et puis il y a un épaulement ici dessous qui limite la rotation du bloc. Et bien que il coulisse sur une très courte distance, ça suffit absolument pour extraire. À un moment donné, il y a eu aussi une amélioration du système pour la production. On a tenté de réduire le nombre de pièces et aussi de simplifier l'usinage des pièces essentielles. Donc, on retrouve à l'arrière de la culasse, en fait, un gros ressort en V. Donc, il y a une première branche qui sert à bloquer le percuteur pour qu'il ne puisse pas sortir en arrière. Et le deuxième bras de ce ressort sert de loquet pour retenir le bloc de culasse en position fermée. L'axe aussi n'est plus retenu par une vis, mais est lui-même fileté pour qu'il soit simplement vissé en place. Alors, toutes les transformations produites sous des conditions, on va dire, normales, peut-être pas en conditions de paix, mais en normal, sont fabriquées avec le boîtier et le bloc de culasse en acier. Les exemples qui sont dotés d'un bloc de culasse et ou d'un boîtier en bronze, c'est pas du laiton, c'est en bronze, ont été produits majoritairement pendant la guerre franco-prussienne, lorsque les normes de contrôle qualité sont un peu relâchées, ce qui est compréhensible en raison du besoin extrêmement urgent de fournir tout fusil vaguement fonctionnel aux armées. Alors, le bronze était naturellement plus facile à couler et aussi plus facile à usiner. L'état d'urgence a aussi entraîné un élargissement considérable des fusils acceptables pour la transformation. Donc, c'était plus la liste que j'ai citée auparavant. Donc, beaucoup d'autres fusils pouvaient être transformés. Ça a aussi entraîné une baisse de ce qui était considéré comme étant un fusil en bon état. Donc, vous pouvez potentiellement trouver des fusils à silex qui n'ont pas été transformés à percussion, mais qui sont transformés direct au système 1867, et aussi, par exemple, des fusils 1822 T-bis transformés. Et apparemment, il y a aussi plusieurs exemples où les canons sont lisses. Donc, ils n'ont même pas vraiment à chercher des exemples qui sont rayés. Les canons lisses, ça marche, ça tire, on transforme et ça part au front. Alors, lors du siège de Paris, c'est bien connu qu'en fait, tout atelier étant capable de travailler le métal produisait soit des fusils, soit des pièces pour les fusils. Et à cette période, des variantes apparaissent qui mélangent les caractéristiques du premier type et du deuxième type. Il y a beaucoup de variantes au niveau du système de verrouillage. Donc on trouve des pennes, des loquets, des boutons de verrouillage, tout est possible. Et apparemment, pendant cette période aussi, la maison Le Faucheux, qui était à Paris, a produit un certain nombre de transformations à cette époque. Alors, qu'en est-il des munitions? Alors, pour nous simplifier la vie, nous avons bien sûr deux types de munitions. La première cartouche est pour les armes, on va dire les fusils, donc les fusils de dragon aussi, fusils de voltigeur. Et il y a une deuxième cartouche pour les carabines de chasseurs. Elle est connue maintenant sous la désignation 18x35R. Et à l'origine, c'est un culot en cuivre dans lequel est inséré un corps d'étui qui est en fait deux tours de feuilles de laiton et il y a un manchon en papier à l'extérieur. La cartouche du fusil est avec du papier blanc à l'extérieur. Elle est chargée de 4,5 grammes de poudre de mousquet et elle a une balle style minier assez légère, 36 grammes, avec une grande cavité qui est, elle, remplie d'un bouchon en papier. La cartouche pour les carabines de chasseurs est un peu plus puissante. Nous avons une charge de 5 grammes de poudre de musquet et nous avons un projectile avec une petite cavité à l'arrière, mais c'est pas vraiment un minier. Elle fait 48 grammes et je pense
que la cavité simplement pour avancer le centre de gravité. C'est trop petit pour pouvoir favoriser l'expansion d'une jupe. Et donc celle-ci avait un corps en papier bleu, comme ça on pouvait différencier les deux types. Les balles sont lubrifiées à l'extérieur et aussi il y a un simple rondelle de carton qui sépare la balle de la charge. J'essaierai peut-être un jour de confectionner des étuis de type d'origine, mais pour l'instant j'utilise simplement ces étuis de 12 de CBC. Je les raccourcis autour, comme ça, à 35 mm. Je fais un petit recuit sur à peu près un tiers de la distance de la longueur en partant de la bouche. Et ensuite, je forme l'épaulement que vous voyez là. Et ceci simplement avec une matrice. Donc là, j'ai eu de la chance que notre ami Body a obtenu une carabine avant moi. Donc il a déjà produit cette matrice. Donc j'ai pu l'emprunter. Et j'utilise pour ça cette simple presse manuelle. Donc il n'y a pas besoin de jeu d'outils. Si vous voulez absolument un jeu d'outils, il y en a un disponible chez CH4D aux US, mais je pense qu'il faudra patienter un peu plus d'un an pour l'obtenir, et c'est vraiment pas nécessaire. Une fois que c'est formé, vous pouvez simplement ensuite charger à la main la poudre, le disque de carton, et ensuite la balle, elle rentre simplement avec le pouce. Il n'y a pas vraiment besoin de sertissage non plus, puisque c'est monocoup. Donc voilà, une fois, il faut juste un moyen de former l'épaulement, et c'est pas long, c'est juste à peu près 10 mm. Donc c'est juste assez pour que ça puisse chambrer. On peut aussi utiliser des cartouches, des étuis de 12 modernes, donc avec le corps en plastique, si le plastique est assez fin, puisqu'il faut que la balle puisse rentrer. Alors, comme j'ai la carabine de chasseur, j'ai reproduit la charge et donc la balle pour le chargement pour la carabine. Donc voici la balle, elle fait plus ou moins 48 grammes. Il y a 5 grammes de poudre dedans et puis un disque en carton entre la balle et la charge. Cette balle, je la coule avec un moule qui est disponible chez Hensel en Allemagne. Fait 18,4 mm de diamètre, donc c'est vraiment parfait. C'est pas donné, mais meine Güte, la qualité est magnifique et ça coule vraiment très très bien. Donc, assez parlé, allons au stand. Alors, c'est absolument génial à tirer. Le recul est assez costaud, mais c'est progressif. C'est de la poudre noire. Et puis, il y a un magnifique claque quand cette grosse balle frappe la plaque d'acier derrière la cible. Alors, j'ai dû ajuster mon tir progressivement. C'est la première fois que je sortais avec. Mais
pense que maintenant que je sais où est le tir, ce sera relativement facile de rester dans le noir à 50 mètres. Peut-être que je pourrais l'essayer plus loin aussi. Donc, la doctrine de visée est en fait identique à les fusils et les carabines à percussion à l'époque, c'est-à-dire qu'il suffisait de mettre la balle sur une cible vaguement humaine qui faisait 2 mètres de haut par 1 demi-mètre de large. Et ceci à chaque distance en visant le ceinturon. Et la portée maximum pour ce système était de 600 mètres, qui en fin de compte était assez honnête. Bon, je pense que vous avez quand même bien mérité avec ce deuxième épisode. Essayons de faire une minute de folie avec ce truc. Eh bien, ça s'est passé aussi bien que prévu. 6 coups, pas merveilleux, mais bon. Le réglage de la dérive était parfait, donc je les ai bien alignés, mais malheureusement de haut en bas. Je pense qu'il faut que je redresse un peu les bouches de quelques étuis, puisqu'il y en avait quelques-uns qui grattaient un peu dans l'insertion et puis aussi à l'éjection. Dans l'ensemble, le système est parfaitement à la hauteur de la plupart des autres transformations d'époque, et c'était certainement adéquat d'être utilisé par les mobelots pour exercer leur fonction d'origine. C'est important. Malheureusement, l'ironie est que après les défaites désastreuses lors des premiers affrontements de la guerre franco-prussienne, les pauvres mobelots et leurs fusils sont en fait jetés au combat directement sur le front. Et donc, c'est pour ça que ce fusil est peut-être mal vu, il n'est pas du tout conçu pour ça. Et il est aussi considéré dans l'amalgame des fusils d'urgence du conflit, alors qu'en fait, il s'agissait d'un fusil adopté avant le conflit et a une vocation très particulière. Il possède même sa propre notice réglementaire, comme tout autre fusil français réglementaire. En ce qui concerne le nombre produit, c'est en fait assez difficile d'établir un chiffre précis, donner la production décentralisée et aussi la production ad hoc en temps de guerre. Mais il est estimé qu'environ 345 000 exemples ont été fabriqués. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas si rares que ça. Peu de temps après la garde nationale mobile a été supprimée. Elle est de retour sous une autre forme aujourd'hui, mais elle est supprimée à l'époque car on estime que bien que avoir des troupes de réserve territoriales est une bonne idée, ils doivent être placés sous contrôle militaire, tout comme l'armée active. Avec la disparition de la garde, disparaît aussi le fusil 1867. Il est simplement mis à rebut et vendu. Il y a maintenant des fusils chasse-peau qui sont produits à un bon rythme et bien sûr, à l'horizon est le nouveau fusil à cartouche métallique. Les marchands d'armes belges se font plaisir et s'en emparent et la majorité de ces fusils sont ensuite transformés en fusils de chasse. Donc en raccourcissant les canons, raccourcissant les fûts et en les chambrant à la cartouche de 12, donc au standard de l'époque. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il suffisait pour ceci de simplement passer un alésoir dans la chambre et aussi, tant qu'à faire, un coup d'alésoir dans le canon pour enlever les rayures. Certains ont aussi reçu des noms un peu exotiques pour stimuler le marché un peu. Donc il y avait Champion, Hunter,
Et peut-être celui qui est plus associé à ces transformations, c'est le Zulu. Bien que, en fait, le marché pour cette transformation était en fait les États-Unis. Nous sommes donc à la fin de cet épisode. J'espère que je parle pas dans le vide. Il y a encore quelqu'un là. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Et je remercie bien sûr, comme d'habitude, pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se reverra très prochainement. Donc, soit ici, soit sur le stand. Ciao!